Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Mehdi Belhaj Kassem. Bonjour Mehdi. Bonjour Xavier, merci de m'inviter. Vous êtes un philosophe autodidacte, un des plus jeunes reconnus par Normal Sup pour vos travaux. Et ça m'intéressait aujourd'hui de vous recevoir puisque j'aime bien recevoir des personnalités diverses, pas forcément des personnalités qu'on voit dans les mainstream, même si vous, on vous a vu pendant un moment dans les médias mainstream. Jadis, c'était, je sais plus comment on disait Villon, il y a longtemps. Oui, entre 20 et 30 ans, j'avais une petite médiatisation comme ça, branchée parisienne. Et c'est vrai que pour des raisons, on va aller très vite, autobiographiques, je suis devenu très très parano avec le mainstream à partir de l'âge de 30 ans. Donc petit à petit, j'ai commencé vraiment à quitter le milieu littéraire, culturel, et à être de plus en plus, chaque fois qu'on m'invitait dans une grande radio, une grande télé, un grand journal, j'y allais en traînant des pliés. Je sentais que quelque chose n'allait pas bien. Alors moi, je suis un lecteur très précoce de Guy Debord, le grand penseur de la société du spectacle, qui pour moi reste, plus le temps passe, plus je le considère comme vraiment le plus grand penseur politique des 50 dernières années. Vraiment quelqu'un qui nous aide à comprendre ce qui se passe, et en particulier ce qui se passe depuis 2 ans. C'est vrai que ce qui se passe depuis 2 ans, pour nous tous, c'est une espèce de, je vais le dire dans un jargon philosophique un peu pompeux, à la Heidegger, c'est une sorte de gigantesque dévoilement de la vérité de l'être. Voilà, c'est comme ça que s'exprimait Heidegger. Alors c'est un peu pompeux, enfin, Heidegger était souvent assez pompeux, mais c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on vit. Et donc depuis, ce qui se passe depuis 2 ans m'a aidé à comprendre pourquoi j'étais aussi... Voilà, c'est ce que disait Virginie Despentes il y a 15 ans. Elle disait Mehdi, il avait tout pour plaire, mais c'est le seul qui n'a pas joué le jeu. Effectivement, je n'ai pas joué le jeu. Mais il n'y avait pas d'héroïsme particulier, il n'y avait pas une espèce de moralité sublime là-dedans. C'était vraiment instinctif. C'était vraiment une espèce de paranoïa animale envers les médias mainstream. Et là, depuis 2 ans, je comprends vraiment pourquoi je me méfie de tout ça. Et alors expliquez-nous pourquoi vous comprenez en fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est que pour moi, s'il n'y a pas une information de masse véridique et transparente, et c'est pas que depuis 2 ans qu'il n'y a plus ça, en réalité c'est au moins 20 ans, je, je pense notamment à tout ce qui s'est passé autour du 11 septembre 2001, il y a quand même eu beaucoup de mensonges et de manipulations autour de ces événements, il ne peut pas y avoir de démocratie. C'est aussi simple que ça, et pour moi, le peu de démocratie qui reste, c'est des gens comme nous, c'est les rares intellectuels intègres. Il n'y en a plus beaucoup en ce moment, que ce soit les intellectuels médiatiques qui craignent plus que tout de ne plus aller sur les plateaux télé. Ils vivent pour ça, ils sont très narcissiques. Et les universitaires, je pense aux grands universitaires, parce qu'ils s'informent pas bien. Ils pensent qu'en 2021, on s'informe encore en allumant la radio, en allumant la télé, en achetant les grands quotidiens. Et c'est plus du tout comme ça, évidemment, qu'en 2021, on trouve de l'information véridique, sourcée. Voilà. Donc il y a 15 ans, vous aviez, on va dire, une forme de désamour qui s'était installé pour 20 ans, hein, ouais, 20 ans pour les ouais. médias. Mmh. En fait, à cette époque, expliquez-nous exactement ce qui s'est passé et peut-être faire un parallèle entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui. En fait, puisque vous aviez anticipé cet élément-là. Ça serait trop long à expliquer. Ça veut dire, je me suis fait une grosse parano par rapport à un gros média. Je me suis cru victime. Mais pour moi, ça n'a vraiment plus d'importance aujourd'hui. C'est-à-dire, je me réconcilie tout ça. Hier, je faisais une conférence avec vraiment des gens, beaucoup de gens. L'ambiance était merveilleuse. Et en discutant avec les gens, voilà, tout le monde en ce moment a la sensation d'avoir rendez-vous avec soi-même, avec... je vais utiliser une fois de plus une expression un peu pompeuse, mais avec son propre destin. Voilà, c'est la sensation qu'on a tous, souvent chez voilà, des gens modestes, des petites gens. Moi, je me sens très très proche de ça. Je pense beaucoup à deux grands penseurs historiques qui sont Luther et Marx. Et le geste de Luther et Marx, Luther a balayé d'un revers de main des siècles de théologie scolastique moyenâgeuse. Il a dit la foi, c'est pas ça, la foi, je vais la réinventer à moi tout seul. Il a vu l'Église romaine, ce que c'était. Il a dit l'Église, c'est vraiment la décadence. Et pourquoi Luther a fait ça? C'est qu'il a eu le courage d'écouter la voix du peuple.
Et c'est ça qui est en train de m'arriver en ce moment. Je m'aperçois qu'il y a plus de vérité dans la bouche de beaucoup de gens modestes que dans ce qui est censé être mon milieu à moi et que je déserte depuis 20 ans pour toutes sortes de raisons, qui est le milieu de la bourgeoisie blanche diplômée. Des intellectuels, quoi. Des intellectuels, voilà. Et comment expliquez-vous, on va dire, cette déconnexion des intellectuels avec la base ou avec le peuple aujourd'hui? C'est totalement schizophrénique. Ça veut dire le gauchisme universitaire, par exemple, ils n'arrêtent pas de parler du peuple, du prolétariat, du machin. Je pense à des gens comme Bayou ou comme Zizek. Et en ce moment, ils sont vraiment, sans s'en rendre compte, en train de se ridiculiser et se déshonorer aux yeux de l'histoire, en ne comprenant rigoureusement rien à ce qui est en train de se passer depuis 2 ans, qui n'a évidemment rien à voir avec une crise sanitaire. Je veux dire, au début, on a tous cru qu'il y avait une pandémie terrible qui allait terrasser toute l'humanité. Maintenant, 2 ans après, c'est 0,04% de morts, moyenne d'âge 84 ans, donc dans la plupart des cas, des gens qui ont largement dépassé leur espérance de vie. Donc on commence sur une chimère, donc une chimère sémantique, hein, une phrase qui ne veut rien dire. Il y a une pandémie qui tue 0,04% des gens, moyenne d'âge 84 ans. C'est une phrase qui ne veut rien dire. Ça veut dire que c'est une pandémie qui n'en est pas une. C'est vraiment la violation du principe de non-contradiction d'Aristote. C'est une phrase dénuée de toute rationalité. Et on a voilà, des bac+12, des stars internationales de la philosophie qui enchaînent sur cette phrase-là. Et qui tartine parfois des centaines, des milliers de pages pour expliquer comment il faut vivre cette pandémie, comment il faut aller se faire vacciner, parce que, voilà, pour des raisons très très sophistiquées. N'importe quel étudiant en philo de première année sait que si la prémisse est fausse, tout le reste est faux. Donc ils peuvent tartiner Zizek, il n'arrête pas de parler, il n'arrête pas d'écrire, mais c'est devenu insupportable parce que sa prémisse est fausse. Mais schizophrénie des élites, mais pourquoi, on va dire, on en arrive à ce point-là en 2021? Alors ça demanderait de longues analyses. Là, vous me posez une question qui demandera... Non, là, c'est un véritable naufrage. C'est vraiment c'est comme l'hôpital public. En 2 ans, il a été détruit sous prétexte de notre bien et de notre santé. Et là, il est en train de se passer à l'université, vraiment un effondrement, un naufrage. Les intellectuels médiatiques, c'est évidemment pareil, mais pour moi, ils n'ont jamais beaucoup compté. Donc... Bon, on pourrait dire que, on va dire, le milieu d'où vous veniez, c'était le milieu intellectuel de gauche. Aujourd'hui, dès qu'on pose des questions, on se fait traiter d'extrême droite, de complotiste. Est-ce que pour vous, le paysage politique de gauche-droite, cette sémantique, elle a disparu ou... Oui, ça c'est un des coups de génie. Quand même, le grand événement qui a précédé tout ça, c'était quand même l'insurrection des Gilets jaunes. Et un des nombreux coups de génie des Gilets jaunes, c'est purement et simplement... J'expliquais ça à des universitaires américains pas plus tard qu'avant-hier. Ça les a choqués, mais ils m'ont écouté, ils ont écouté mes arguments. Et les Gilets jaunes ont supprimé le clivage gauche-droite, qui, pour toutes sortes de raisons, pour quelqu'un de gauche, je veux dire, entre les gauches de gouvernement, qui ont plus privatisé que tous les gouvernants de droite, entre le souvenir des horreurs des communismes d'État, etc., le mot gauche est tellement dévoyé qu'on ne peut plus l'utiliser. Enfin, le Parti socialiste en France, c'est tellement la honte que je ne vois pas comment... Mais même la gauche soi-disant radicale, qui est totalement impuissante, qui ne fait plus peur à personne depuis 40 ans, voilà, pour aller vite, parce qu'on ne va pas... l'événement Gilets jaunes a supprimé le clivage gauche-droite en réaxant sur des antinomies comme ça, comme peuple contre oligarchie, localisme contre mondialisme, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est des idées qui viennent aussi bien de la droite que de la gauche. Moi, je suis le premier à avoir été étonné de ce que des intellectuels plutôt venus de la droite que je connaissais pas, aient été beaucoup plus lucides que des intellectuels, soi-disant de gauche, sur ce qui se passait depuis 2 ans. Donc les Gilets jaunes ont été prophétiques là-dessus. Il faut vraiment inventer de nouvelles... c'est vraiment souverainisme contre globalisme, par exemple, qui structurera le débat politique de demain, et plus du tout le clivage gauche-droite. Pour moi, il vaut absolument plus rien. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire vraiment... moi, je fais beaucoup de vidéos avec les Gilets jaunes constituants, et pour vous amuser, vous avez prononcé le mot très à la mode complotisme, j'ai fait une vidéo de 7 minutes en direct dans un des apéros citoyens, vous savez, organisé par InfoCovid. 7 minutes en direct. On a été censuré en direct. Je parlais pas de vaccins, je parlais pas de tout ça, je parlais
des origines du mot complotisme. Qui a inventé le mot complotisme, quand, pourquoi censurer en direct. Ça veut dire aujourd'hui, la démocratie, Facebook, YouTube, qui censure quasiment toutes mes vidéos, poser la question de l'origine d'un nom, faire un petit cours sur un mot qui est un des plus utilisés aujourd'hui, vous vous faites censurer. Le mot complot, il existe depuis très longtemps, il existe depuis l'Antiquité grecque. C'est un mot qui est très utilisé par le plus grand historien grec, qui était Thucydide, pour décrire la vie politique grecque. Il utilisait même le mot complot oligarchique. Donc vous voyez comment on a évolué et progressé en 25 siècles, c'est merveilleux. Mais le mot complotisme, lui, n'a pas toujours existé. C'est un mot assez récent qui a été inventé par la CIA à l'occasion juste après l'assassinat de JF Kennedy. Ça veut dire que déjà, tous ceux qui contestaient le narratif officiel, qui disaient que quelque chose n'allait pas dans le narratif officiel, quelque chose clochait, tous ceux qui essayaient de déconstruire cette narration et d'essayer d'enquêter sur autre chose et une autre manière, se faisaient discréditer, diffamer, persécuter, voire éliminer. Et après, le mot a été un peu oublié une fois qu'ils ont réussi à étouffer tout ça, et il a ressurgi quand ? À l'occasion du 11 septembre, exactement pour les mêmes raisons. Ça veut dire toute personne qui posait... Souvenez-vous de déjà Jean-Marie Bigard, et ensuite Mathieu Kassovitz, eux, ils posaient des questions en disant il y a quelque chose de pas normal. Ils recevaient des coups de fil de l'Élysée pour leur dire maintenant vous fermez votre gueule, sinon votre carrière est finie. Et c'était partout pareil, évidemment aux États-Unis. Voilà. Donc plus de clivage, on va dire, où le paysage gauche-droite disparaît, l'utilisation d'un étiquetage de complotiste pour stopper le narratif. Pour un philosophe comme vous, la liberté d'expression, ça veut dire quoi ? La liberté d'expression, c'est absolument tout. Voilà, Et aujourd'hui, vous êtes libre de parler ? C'est l'immense chance que j'ai d'être ni un intellectuel médiatique, ni un universitaire. Moi, j'ai des amis sur mes vidéos et mes textes. J'ai fait une longue vidéo de 5h20 qui s'appelle Colari Coco Virus, qui est une analyse philosophico-politique de ce qui se passe depuis 2 ans. J'ai un certain nombre d'amis universitaires qui m'envoient des mails de remerciements, mais ils me disent, moi, je ne peux pas ouvrir ma gueule parce que sinon, je serais mis à pied, comme Vincent Pavant, par exemple. Donc, voilà. Donc en off, on vous envoie des mails et pour on vous peut appeler dire... ça encore démocratie, si vous voulez. En off, on vous envoie des mails pour vous dire c'est bien ce que vous faites, et puis en fait, personne n'est à même de soutenir publiquement ce travail, un petit peu comme certains médecins qui vont soigner. Je pense qu'ils agissent, mais dans la clandestinité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose... Mais quand on agit dans la clandestinité, est-ce qu'on est encore en démocratie ? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je pense que vraiment, non, on n'est plus en démocratie. Là, aux Américains... j'ai été très clair, there is no democracy. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas à nouveau un journalisme digne de ce nom et des intellectuels lucides et intègres, parce que ça va ensemble. Je veux dire, si on n'a pas de... Si les intellectuels, aussi érudits, aussi brillants soient-ils, sont mal informés, ils ne peuvent pas faire du bon boulot. Ils ne s'en rendent pas compte, ils publieront, comme je disais, que 4 volumes par an. C'est à moi que l'histoire donnera raison sur mes 120 pages. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être bien informé on a, pour l'instant, si jamais le forum de Davos décide de lancer la grande cyberattaque mondiale, on n'aura plus ça, mais pour l'instant, on a un instrument absolument merveilleux, qui est l'Internet, où on peut voir... c'est quand même... on peut voir sur François les débriefings de Peter McCulloch sur les discours délirants, parce que pour moi, ce que raconte notre président, notamment le 12 juillet, relève de la psychiatrie. C'est-à-dire, ce type, c'est un fou ventriloqué. La folie, elle est plus haute que lui, elle est téléguidée d'ailleurs. Et Peter McCulloch, c'est vraiment... lui, il est à la cardiologie, ce que Einstein est à la physique, ou Grothendieck aux mathématiques. Donc si on n'écoute pas ces scientifiques-là et qu'on écoute plutôt Tony Fauci aux États-Unis, qui est un escroc absolu et quelqu'un de criminel, ou des hommes sandwich comme Martin Blachier, ou des femmes sandwich comme Caroline Lacombe, hommes et femmes sandwich de l'industrie pharmaceutique, ça va très mal. Et que là, il y a une question qui va se poser, je parle pour le dire très vite en philosophie, mais c'est vrai que là, il y a une chance inouïe, on est arrivé à un tel degré de corruption, de mensonges, de manipulation, et derrière tout ça, quand même, de criminalité, qu'il
quelque chose qui semblait un peu ringard en philosophie, y compris pour quelqu'un comme moi, à cause de de l'influence très importante de Nietzsche dans la vie philosophique du XXe siècle et au-delà, c'était l'éthique. Voilà, l'éthique, c'était ringard, etc. Ben moi, qui suis un philosophe qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur la question du mal, c'est vraiment la question qui m'obsède le plus en fait en philosophie depuis 20 ans, là, je commence à... Vous m'auriez demandé il y a 2 ans, qu'est-ce que le bien là, je commence vraiment à y réfléchir, et je sais que l'horizon de la suite que je donnerai à mon travail philosophique, oui, là, il y a, grâce à tout ce qui se passe, nécessité de refonder ce qu'est l'éthique. Mais c'est pareil avec la vérité, mais ça, j'avais déjà fait, et j'ai été vraiment synchro, c'est-à-dire dans ce qui est mon livre un peu référent de philosophie, mon livre somme, qui s'appelle Système du pléonectique. Alors, comme d'habitude, les philosophes ils utilisent des mots barbares. Pléonétique, avoir plus, ou avoir toujours plus. Donc, vous voyez, c'est un concept qui résonne un petit peu avec dans l'économie capitaliste. Voilà. Mais c'est un concept ontologique qui explique les soubassements, voilà, de ce que c'est le capitalisme. Et moi, je consacre 300 pages à la question de la vérité, qui m'a demandé des années de méditation, de lecture, etc. Et ma question par rapport aux autres travaux novateurs qui ont été faits sur la question de la vérité au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en est-il de la vérité quand la technologie peut presque tout falsifier? Et mon livre est sorti le jour du premier confinement, donc ouais. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de raccord, et que là, j'ai eu l'événement Il y a une rencontre entre mon travail philosophique et les événements contemporains qui est pas dû au hasard. Je veux dire, j'ai pas réfléchi à tout ça. Alors, chez François, on a utilisé très souvent la définition de la vérité est sous influence. Pour ne pas donc, en fait, c'est comme une force mécanique. Une influence plus une influence plus une influence affecte énormément la vérité pour tendre vers le mensonge. Je pourrais vous faire des cours et des cours et des cours là-dessus. Non, mais c'est assez intéressant parce que, comme vous parlez de corruption et on parle d'influence, est-ce qu'il y a eu d'autres époques dans l'histoire de la philosophie où on a vu une telle, on va dire, influence négative ou néfaste sur la vérité? C'est une excellente question. Il faudrait que je réfléchisse. Il y a quand même eu les totalitarismes du XXe siècle qui sont quand même bien précurseurs de ce qu'on est en train de vivre là. Donc c'est ce que je disais aux Américains. Je disais, là, il faut vraiment ouvrir les yeux. C'est le nouveau totalitarisme qui est en train de se mettre en place. Mais il ne faut pas juste les plaquer sur les totalitarismes du XXe siècle, qui étaient quand même au niveau de la propagande, etc. Enfin, quand Goebbels dit plus c'est gros, plus ça marche, voilà, on est... Non, mais la totalitarisme du XXe siècle, aujourd'hui, on a quand même... Il est très différent, c'est-à-dire voilà, il y a vraiment un mode de gouvernementalité qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire bien sûr, il faut lire Aristote, Platon, Machiavel, Rousseau, Marx, etc. Mais il faut aussi Debord, très important, Foucault, mais il faut vraiment aussi inventer de nouvelles catégories pour... Il y a vraiment une nouvelle gouvernementalité qui consiste à rendre les gens fous. Ça n'a jamais été... Même le nazisme ou le stalinisme n'essayait pas sciemment de rendre les gens fous. Alors que là, pour moi, il y a une intentionnalité qui est tout à fait nouvelle dans l'histoire de la politique, et donc qui ne peut qu'être nouvelle dans l'histoire de la philosophie, parce que les philosophes, ou alors ils vont disparaître, vont devoir répondre à cette situation. C'est une gouvernementalité qui fait tout pour rendre exprès fous les gens, et qui y arrivent. Les enfants, c'est terrible, les ados, c'est terrible, on n'a jamais vu autant de troubles psychiatriques que chez eux, mais les adultes aussi. C'est sûr que ces pauvres gens qui conduisent leur voiture avec leur masque tout seuls, on se dit, bon, qui prennent une douche avec un masque, qui nagent avec un masque, enfin on voit des vidéos comme ça, on se dit, mais dans quel monde on vit, quoi. Mais est-ce qu'une des différences, c'est pas une forme d'instrumentalisation de la science au travers des réseaux sociaux par l'exercice de cette censure? Est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans l'histoire où la religion a eu, on va dire, contrôlé la science? Aujourd'hui, on dirait que le gouvernement contrôle la science, contrôle les données et l'information au travers de tout ça. Ça, c'est surtout que c'est quand même une science très frelatée qu'on nous sert depuis 2 ans. C'est-à-dire les meilleurs scientifiques, ils sont persécutés, ils sont diffamés, Il y a un philosophe brillantissime qui est le contraire
de l'autodidacte galeux que je suis. C'est-à-dire, lui, il a un CV académique long comme le Nil. Il s'appelle Michael Esfeld. C'est un Suisse germanophone, mais qui parle parfaitement français, et il écrit parfaitement français. J'ai lu un de ses livres. Et lui, il travaille sur la philosophie des sciences dans leur rapport avec le droit. Donc, ce qu'il dit aujourd'hui sur toute la situation, je vous conseille vraiment de l'inviter, parce il y en a des philosophes pertinents. Il faut pas, en Italie, il y a le philosophe italien de renommée internationale Giorgio Agamben, qui a fait des interventions devant le Sénat extrêmement brillantes et percutantes. Donc voilà, tout n'est pas Michael Esfeld vous dira des choses beaucoup plus pertinentes encore que ce que je peux vous dire sur cette question de la science. Moi, là-dessus, j'ai été modeste, et avec la formation que j'ai eue, j'ai pas du tout... Il y a quelque chose que Badiou dit très intéressant, c'est que la philosophie ne crée pas par elle-même de vérité. Elle peut réélaborer, comme lui l'a fait, comme Heidegger l'a fait, comme Reinhard Schumann l'a fait, comme Lacan l'a fait, et comme j'essaye de le faire aujourd'hui dans mon travail. Elle peut élaborer un nouveau concept de vérité, un concept déplacé de la vérité qui soit adéquat à son temps et à son époque, mais elle ne crée pas de vérité par elle-même. Ce qui crée la vérité, dit Badiou, c'est l'amour, la politique, la science et les arts. Voilà. Et je laisse les arts et l'amour de côté, mais moi, entre les gilets jaunes, et en particulier les gilets jaunes constituants, et les innombrables grands scientifiques que j'ai lus, écoutés, etc., mais ce n'est pas les scientifiques tels que les entend Badiou, lui il dit que les mathématiques, c'est pour ça qu'il ne comprend pas grand-chose à la situation actuelle. Moi j'ai écouté les grands médecins, les grands scientifiques, les grands anthropologues de la santé comme Jean-Dominique Michel en Suisse. Voilà, j'ai été à l'écoute modestement de tous ces gens-là pour pouvoir ensuite, avec mon orgueil de philosophe, écrire ce texte Scolari Cocovirus, pour lequel d'ailleurs je profite de mon passage à François, s'il y a un éditeur qui est intéressé, voilà, il n'y en a pas beaucoup maintenant qui sont prêts à publier des, je ne vais pas les dire complotistes, je vais dire juste résistants, c'est comme ça qu'il faut les appeler, mais voilà, j'ai incorporé la parole de certains des plus grands scientifiques. J'ai beaucoup d'admiration aussi pour le docteur Hodgkinson, évidemment Raoult persécuté, Perron persécuté, Alexandra Arnaud-Caude, voilà. Louis Fouché, etc. Voilà. Louis Fouché a été le premier à me mettre la puce à l'oreille. Puis Louis Fouché, c'est vrai que c'est un des rares qui... Les autres grands scientifiques et médecins, c'est ça que j'ai expliqué à une amie, c'est-à-dire avant de comprendre la politique... d'aujourd'hui, le moment politique que nous vivons depuis 2 ans, qui est un moment, comme redit Foucault, ou comme dirait Agamben, biopolitique, ben justement, il faut écouter les grands médecins, les grands scientifiques qui travaillent autour de la médecine, comme ce chimiste allemand là, qui se serait fait assassiner récemment. On vous a lu récemment dans une réponse à un courrier du maire de Turenne qui a fait... on va dire pas mal de vues sur Internet. Oui, ça a été un buzz hallucinant. Et ça a fait énormément de buzz. On a d'ailleurs repris, on va dire, votre lettre parce que non seulement elle est bien écrite, mais ce qui m'a marqué, c'est que vous avez commencé par presque vous excuser, on va dire, d'être autodidacte en essayant d'expliquer tout ce que vous aviez fait pour essayer de planter le décor de la légitimité de la suite de votre courrier face à un élu de la nation. C'est sûr, mais ça, c'est les autodidactes qui font souvent ça. Hein, Rousseau était comme ça, Kierkegaard était un peu comme ça, Nietzsche était comme ça, Guy Debord était vraiment comme ça. On a toujours besoin de faire jusqu'à que ce soit un peu psychiatrique, comme avec Nietzsche. Chez moi, c'est beaucoup plus modeste le niveau psychiatrique, mais j'ai quand même des bouffées, des fois de compensation mégalomaniaque, en disant... le docteur Hodgkinson, qui a quand même 80 ans, qui est la classe anglaise incarnée, et puis je l'ai vu dans une manifestation, il était là avec le micro, et il disait « I'm proud of my fucking CV ». Et voilà, c'est ce que je dis des fois à des gens comme ça qui parlent de manière très péremptoire sans manifestement avoir lu grand-chose ou étudié grand-chose de la question. Je suis obligé, oui, de brandir, comme je suis pas un académicien, un universitaire qui peut juste montrer, je suis obligé de faire mon CV moi-même, voilà, de dire voilà ce que j'ai fait. Donc expliquez-nous, vous avez donc reçu ce courrier du maire et ça a déclenché en vous cette envie de lui répondre et de lui... Oh bah c'était du nanan, j'ai écrit un mail à... Un brûlot, à quoi? J'ai écrit à
un ami, je lui ai envoyé tout de suite un mail, je lui ai dit j'ai gagné au loto. C'est-à-dire que c'est un résistant corrézien donc de la région qui le soir m'a envoyé tiens regarde ton maire vient de faire cette lettre. Bon, je lis, je suis accablé. Et le lendemain matin, je vois que Sylvano Trotta relaie la lettre. Je me suis dit, là, je peux pas manquer cette occasion. Je vais lui répondre. J'ai fait ça en une après-midi. J'ai jeté cette lettre. Les résistants corréziens l'ont mis sur leur site. Les passe-murailles corrèzes, voilà. Et tout de suite, ça fait un buzz, ça a été repris sur un nombre innombrable de blogs. J'ai été bombardé tous les jours de lettres de remerciements venues des quatre coins de la France. Mais le maire, lui aussi, a été accablé de lettres de gens qui lui donnaient les chiffres des effets secondaires des vaccins. Et vous l'avez parlé après ou pas? Non, je pense que... Non, il y a pas grand-chose à... Il faut quand même commencer le dialogue quand même, non? Vous pensez pas? Il y a des habitants de mon village qui aussi sont venus me remercier et je pense eux ils feront. Moi je l'ai jamais rencontré le maire, je suis assez bon. Donc eux ils feront peut-être l'intermédiaire. Et puis là bon j'ai décidé pour des raisons X de passer plutôt l'hiver à Paris. Donc je reviendrai à mon village au printemps et on verra. Tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez pas mal sur la compréhension de l'origine du mal. Aujourd'hui, on a une société qui va, selon vous, elle va bien, elle va mal? Alors moi, je considère qu'on vit la période la plus sombre de toute notre histoire et ça fait déjà 1 an que je l'annonce. J'avais donné un interview dans The Times of Israel, un journal israélien donc indépendant. Et j'annonçais ça, je disais j'espère me tromper, mais non, enfin, pour moi ce qui se passe est terrible. Ça veut dire, ce qu'il faut expliquer à ces intellectuels et philosophes, c'est que le transhumanisme, c'est pas juste une abstraction, une lubie de quelques... C'est ce qui est en train de nous gouverner à un niveau planétaire. Ça veut dire ça a été officialisé par l'OMS en juillet. L'OMS dit tranquillement que la question de la modification du génome humain ne doit plus être un tabou, qu'on doit parler de ça en toute éthique. Il y a quelque chose de vraiment effrayant qui est en train de se passer là. C'est-à-dire que, et ça je le dis dans le texte, dans la vidéo Coleri-Cocovirus, c'est-à-dire ça c'est un vice professionnel des philosophes assez courant. Je pense que les gens qui ont lu Mein Kampf quand c'est sorti, ils ont dû avoir la même réaction quand ils étaient des très bons philosophes. Bon, ça n'a pas été malheureusement le cas de Heidegger qui lui manifestement a beaucoup aimé Mein Kampf. Et heureusement, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de grands philosophes qui adhèrent au transhumanisme. C'est plutôt le contraire, ils sont méfiants. Par contre, ils sont très naïfs sur l'influence réelle, que c'est pas juste une idéologie avec Laurent Alexandre qui fait du prêchi-prêcha autour de ça en France. C'est que c'est vraiment les gens qui nous gouvernent à niveau mondial et dont les divers gouvernements, c'est que des minuscules marionnettes au niveau de cette gouvernance. Surtout l'emprise scandaleuse quand même de l'OMS sur nos vies qui risque là de franchir un seuil d'un jour à l'autre. Donc c'est réellement un totalitarisme de type nouveau, et c'est le transhumanisme qui est derrière. Et le vice professionnel de beaucoup de philosophes, c'est que quand ils tombent sur une idéologie, ils la prennent pas au sérieux. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Pendant des années, je me suis dit, bon, c'est des conneries, c'est des délires, c'est très dangereux, mais ça arrivera pas. Et puis là, en 2 ans, ben voilà, si, ça devient, ça prend le pouvoir au niveau planétaire, de manière évidemment insidieuse. Il y a pas de drapeau, comme avec les totalitarismes du XXe siècle. Ils avancent pas complètement masqués, mais pas complètement à découvert. C'est aux philosophes quand même de s'informer, de faire le lien entre les choses, d'être lucide sur qui prend les décisions politiques réelles depuis 2 ans, et c'est pas les gouvernements. Vous avez dit qu'un des moyens de s'informer aujourd'hui, c'est d'aller sur Internet. On a vu avec les réseaux sociaux beaucoup de modifications, on va dire, du narratif, ou un narratif évolutif, une censure. Beaucoup d'individus ont eu leur chaîne YouTube de fermer. Et en fait, donc, il y a dû apprendre et à laisser sur les réseaux sociaux. D'abord, sans réseaux sociaux, il y avait pas de réseaux sociaux à l'époque de Debord, il n'y avait pas d'internet, mais il décrivait très bien, c'est un fonctionnement plus politique. C'est-à-dire, ça dépend quels réseaux sociaux. Si vous êtes sur Telegram, vous n'aurez pas ce problème. Si vous restez, moi j'ai toujours boycotté Facebook, donc je
me fais censurer si... Non, mais il n'y a pas que Facebook, il y a Google, il y a, on va dire, Oui, Twitter, Google, tous ces réseaux voilà, mais qui sont les plus peuplés aujourd'hui. Il faut quitter Google et aller sur du Go, qui est un moteur de recherche aussi puissant, où il n'y a pas de censure, il n'y a pas de contrôle. Et voilà. C'est ce que j'ai dit aux Américains l'autre jour, il faut savoir, non seulement il faut boycotter les médias mainstream, mais il faut se faufiler à travers les GAFAM et trouver d'autres moteurs de recherche, d'autres réseaux sociaux. C'est difficile quand même. Mais ça, Debord décrivait ça très très bien, et sans besoin de tout le révisionnisme perpétuel de la société. Et ça, c'était il y a 40 ans, quoi, 35 ans. Ouais. Oui, donc c'est déjà une manière de fonctionnement qui est très implantée dans le capitalisme avancé. Voilà. Mais c'est le capitalisme anglo-saxon. C'est vraiment la guerre de l'information. C'est la guerre de l'information, de la même manière qu'on a, on va dire, la malbouffe américaine. En fait, la malbouffe et la malinformation, c'est quelque chose... C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que les philosophes ou pseudo-philosophes qui nous poussent à nous injecter Pfizer, je veux dire comme Zizek, ou le minuscule on ferait en France, c'est comme s'ils nous disaient, alors qu'ils sont anticapitalistes, c'est comme ils nous disaient bouffer du McDo, bouffer du Coca-Cola, voilà, acheter Voici, c'est ça qu'il faut lire pour être un bon intellectuel. C'est-à-dire c'est des contradictions performatives qui sont devenues tellement schizophréniques, tellement ridicules, qui vont le payer très cher. Ils vont le payer très cher. Historiquement, l'histoire les jugera pas gentiment. On est à l'heure des injonctions paradoxales. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est ce que je dis dans Cholaricovirus. On n'a jamais remarqué, ça c'est un truc, la situation tragique, la tragédie grecque, c'est toujours une injonction paradoxale. Et on n'a jamais fait le rapprochement, c'est étrange, c'est flagrant, avec la structure de la psychose selon les psychiatres. La structure de la psychose, c'est précisément une double injonction paradoxale. Là, c'est même plus une double injonction, c'est une décuple injonction, je ne sais pas comment dire, c'est 1000 injonctions paradoxales. Et donc moi, ça fait des années que je pose la question, voilà, dans un texte qui s'appelait par exemple la tragédie, je dis, et si c'était la psychose, la forme moderne de la tragédie, voilà. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de poètes fous, de grands scientifiques qui ont sombré dans la folie, etc., depuis 2 siècles. Et là, cette psychose, à mon avis, elle est en train de se démocratiser, etc. Moi, à titre personnel, à cause de tout ce qui m'est arrivé, j'ai eu des soucis psychiatriques. Et là, je vais vous dire, je faisais une vidéo avec Chloé Framery, et hors caméra, je lui disais, là, c'est la meilleure thérapie psychiatrique que j'ai jamais eue. Je suis sûr que je n'aurai plus jamais aucune dépression, plus aucun épisode psychotique. J'en ai eu 2 dans ma vie. Enfin, peut-être plus que 2, mais les autres, je ne les ai pas soignés. Là, c'est une phrase d'Orson Welles dans La Dame de Shanghai. Il se balade tout seul. Et il envoie off, comme ça, mon dialogue intérieur, et il dit, soit j'étais devenu complètement fou, soit c'était le monde qui était devenu complètement fou. Et le jour où j'ai décidé que c'était pas moi qui étais fou, décidément que c'était le monde qui était devenu complètement fou, tout vraiment a commencé à aller très bien pour moi, parce que c'était plus ma petite personne. Moi, j'ai un fils, je veux pas du tout du monde cauchemardesque qui sont... en train de fabriquer, donc je me bats vraiment pour lui, c'est la seule raison narcissique pour laquelle je fais tout ça. Mais vous voyez, c'est une opportunité absolument extraordinaire, ça veut dire cette gouvernementalité est tellement démentielle, tellement psychotique, tellement schizophrénique, que c'est une chance absolument inouïe pour la philosophie de reposer la question de ce que c'est que la rationalité. Ça peut être un âge d'or pour les philosophes. Mais il faut qu'ils s'informent, qu'ils comprennent bien la situation politique où on vit. Donc, quelque part, au travers de tout ça, je vous entends dire qu'il y a une énorme opportunité. Donc, non seulement pour les philosophes, mais est-ce que, on va dire, le citoyen que je suis peut aussi y voir une opportunité pour lui-même pour réapprendre, on va dire, ce que c'est vraiment l'éthique? Nous tous, ça veut dire que c'est vraiment quand même, comme dit Michael Lydon, c'est la 3e guerre mondiale. Moi, j'ai lancé... l'expression première guerre civile mondiale, enfin, et c'est des guerres non conventionnelles, c'est-à-dire on se bat plus avec des mitrailleuses, des canons, etc. On se bat avec des confinements, des masques et des picouses. Et nous, qui essayons de résister, avec de la réflexion, avec l'information, mais en effet, si on arrive à sortir de cet enfer, si on arrive à rallier demain ou après-demain ou dans 3 ans, peu importe, le plus grand nombre un réveil de la conscience, il peut y avoir à tous les niveaux une sorte de renaissance. C'est pas du tout impossible. C'est
pas Moi qui suis d'un tempérament assez pessimiste, enfin très pessimiste, très négativiste à la base, je n'arrive pas à ne pas être optimiste. Je pense que même si nous, on tombe au combat, on aurait laissé une... Je vois pas comment, à terme, on ne gagnerait pas. J'arrive pas à être... Au sortir du premier confinement, on avait vu beaucoup de penseurs définir le monde d'après, puisque quand on était dans le confinement, donc aujourd'hui, votre monde d'après... Oui, mais c'est pareil, si on parle d'une prémisse fausse, voilà. Il ne parlait pas du monde d'après au sens où il aurait fallu... Parlons-en de monde d'après pour vous. Donc aujourd'hui, c'est quoi ce monde d'après Sortir de la gigantomachie, ça c'est vraiment le projet... de la globalisation. Et donc, je parle... Ben voilà, la philosophie moderne depuis Kant, le projet est vraiment clair. C'est la déconstruction de la métaphysique. Alors, chaque philosophe a déconstruit la métaphysique à sa façon. Et donc voilà, maintenant, il s'agit, comme auraient dit les situationnistes, de réaliser la philosophie, au sens de réaliser la déconstruction de la métaphysique. Et c'est là où l'aperçu de Heidegger est génial, de dire la métaphysique, maintenant qu'elle est tombée, elle s'accomplit quand même, et la manière dont elle s'accomplit, c'est la technologie planétaire. Là, il y a quelque chose vraiment pour les philosophes, il faut s'en emparer, ça veut dire, politiquement, ça va se traduire déconstruction de la mondialisation, déconstruction de l'universalisme, ça c'est vraiment une grande partie de mon travail, de l'universalisme positif. C'est évidemment loin à expliquer, mais je peux faire des cours très clairs là-dessus. Et effectivement, déconstruction, il faut que la technologie demeure un moyen pour l'être humain. Le but du transhumanisme, c'est vraiment que l'humain devienne la chair à pâté pour la technologie. Donc c'est une idéologie complètement délirante et très dangereuse, qui n'a aucune leçon à donner au nazisme, par exemple. Et effectivement, il faut qu'on se défie de ça. Mais c'est ça, moi je suis très... Voilà, les situationnistes, les anarchistes, et ils ont toujours dit... Et en tant qu'anarchiste, je ne peux pas ne pas me réjouir de tout ce qui se passe. Parce que là, si on n'a pas compris que l'État, c'est pas bien, que la hiérarchie, c'est pas bien, en tout cas la hiérarchie comme à la cour, depuis, pas que 2 ans, mais depuis 2 ans, c'est devenu terrifiant. Ça veut dire qu'on n'a plus qu'à obéir à des injonctions complètement absurdes, complètement paradoxales, comme vous dites, complètement... Donc voilà, pour aller vite, c'est... La stratégie doit être celle de la déconstruction des grandes entités. Et bon, c'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes. Ça veut dire, c'est le point d'honneur des Gilets jaunes. C'est pour ça, pour moi, c'est les héritiers vraiment des anarchistes ou des situs, mais à beaucoup plus grande échelle. Enfin, les anarchistes, c'est quand même un gigantesque truc au 19e siècle. On l'a un peu trop oublié. Mais c'est vraiment de revenir à l'horizontalité, de revenir au local et de plus... Si on revient un peu sur les anarchistes, Proudhon avait dit, il avait parlé de la mutuelle du peuple, de la propriété qui est du vol. Est-ce qu'on y est, en fait, dans la notion de la mutualisation de l'information, dans le fait que le citoyen a un rôle beaucoup plus important dans la dissémination de l'information? Il avait parlé de la mutuelle du peuple, de la banque du peuple, quelque part. La banque du peuple, on pourrait dire que c'est la banque de l'information. Absolument, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et moi, je prends parti, ça fait pas... Je prends parti très clairement contre ce que l'ennemi appelle l'intelligence artificielle. C'est vrai que quand je vois Laurent Alexandre dire l'intelligence artificielle, je ne peux pas m'empêcher de penser à un petit moustachu exalté du XXe siècle. Vous y opposez quoi à l'intelligence artificielle? Ce que les Gilets jaunes appelaient poétiquement le cerveau collectif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de Luther, et j'ai oublié de citer Marx, mais Marx c'est pareil. C'est-à-dire, ce que Marx a fait, c'est l'université de son temps, qui était pourtant, c'était Kant, Hegel, Schelling, il a balayé ça d'un revers de main, comme Luther a balayé la théologie médiévale d'un revers de main, et il a écouté la voix du peuple, pour dire, voilà. Et pourtant, Marx et Proudhon n'étaient pas d'accord dans leurs échanges. Non, c'est sûr. Politiquement, c'est Proudhon et Bakounine qui avaient raison. Et Marx était malheureusement un penseur plus puissant qu'eux, mais politiquement, non, c'est Proudhon et surtout Bakounine à l'intérieur de l'Internationale. Bakounine avait vraiment annoncé ce que deviendraient les communismes d'État au XXe siècle. Il a été complètement prophétique là-dessus. Une des autres erreurs qu'a fait Marx, c'est d'occulter que la Commune de Paris, c'était un mouvement d'anards. Je veux dire, 90% des communards étaient des ouvriers anarchistes. Et lui, là, il a inventé, voilà, le mot existait déjà, mais c'est lui qui l'a quand même imposé, le communisme. Après, c'est devenu Lénine, c'est devenu... en ce moment, j'en parle beaucoup autour de moi, j'analyse tout ça. Tout ça fait complètement sens pour moi. Ma rupture avec Badiou, c'est ça. Badiou, c'est le marxisme, le léninisme, le maoïsme survivant.
Moi, c'est la tradition anarcho-situationniste, c'est clair, ça pouvait que clasher à la fin. Voilà. On voit beaucoup de mouvements citoyens qui émergent aujourd'hui. Il y a d'ailleurs chez François, on a beaucoup travaillé avec ce qu'on a appelé l'intelligence collective, le journalisme collaboratif, pas au sens, on va dire, réseaux sociaux de l'outil, mais vraiment l'information appartenant au peuple. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Vous êtes contre le progrès ou vous pensez que le progrès est quelque chose d'essentiel dans notre société ? Je pense que chaque fois qu'on essaye de forcer le progrès, il y a un désastre au bout. Et le transhumanisme, c'est ça. Mais le léninisme, ça a aussi été... Donc il faut du progrès, mais avec de l'éthique. Il faut du progrès avec de la déontologie. Il faut du progrès avec de la vérité. Ou il faut du progrès comment, d'après vous ? Puisqu'on a souvent dit que le progrès, ça permettait la croissance, ça permettait, on va dire, d'avancer dans le développement sociétal. Là, on n'a pas assez de recul pour... si les lois que j'ai vues, c'est-à-dire pendant qu'on nous parle 24 heures sur 24, coronavirus, c'est-à-dire même les pires totalitarismes du XXe siècle ne faisaient pas ça. C'est-à-dire ce degré d'abrutissement, il n'y a plus que ce petit virus qui tue quand même extrêmement peu. Et donc, toutes ces lois bioéthiques qui ont l'air quand même terrifiantes, qui sont votées au Parlement, ça me terrifie tellement que j'avoue, j'ai pas pris le temps d'aller vérifier est-ce que ces lois ont vraiment été votées, donc j'en parlerai pas en public. Mais oui, bien sûr qu'il faut tout ça va ensemble. Tant que la démocratie n'a pas été restaurée et qu'on ne demande pas aux gens leur avis et que voilà, on impose la modification du génome pour la Terre entière, effectivement, là, le progrès, c'est très très difficile d'y croire. Mais ça, dans toute l'histoire, ça a toujours exemple. Dès qu'on essaye de forcer d'aller trop vite dans un progrès, ça ne donne que du désastre. Mehdi Belhaj-Kasem, merci beaucoup pour cette interview. Peut-être une dernière question. On a, on va dire, des auditeurs chez François. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Qu'est-ce que et quand ils vont discuter à Noël avec des gens dans leur famille avec lesquels ils ne sont pas d'accord, quel est l'outil ? Quelles sont les discussions, les sujets de discussion que vous encourageriez qu'ils mettent sur la table ? Ouh là là, question très difficile. Je sais pas. Parler de la 3e dose, parler des vacances de l'année prochaine, essayer de refaire nation, essayer d'engager des débats. Moi, je travaille tout le temps et je suis tout le temps en vacances. Donc, je suis pas concerné. Mon entourage, on est des non-vaccinés irréductibles. Donc, sur ce terrain-là, non, je suis trop marginal sociologiquement, je crois, pour pouvoir... Et puis, tout ce que j'essaye de vous expliquer, et c'était une des raisons de ma rupture avec Badiou, qui lui est très dans la posture du philosophe roi, du maître à penser, etc. Et moi, bon, définitivement, je suis plutôt dans la position du... J'écoute d'abord et j'écris après. J'écoute beaucoup, je suis vraiment comme une éponge. Houellebecq, dans son beau livre sur Schopenhauer, parle très bien de ce côté que le vrai artiste, c'est souvent un type un peu paumé, qui est dans son coin, semi-dépressif. Et c'est lui qui devient, et pas du tout le type énergique et plein d'entre-gens. Et parce que lui, il est dans un tas un peu d'éponge, de contemplatif, de réception du monde. Et c'est souvent lui qui devient le grand artiste, parce que précisément, il est un peu faible, il est un peu... Deleuze le disait autrement, en disant... c'est la petite santé Spinoza, la petite santé de Nietzsche. Ils ont une petite santé parce que c'est des éponges, c'est pareil. Ils ont reçu un truc tellement grand, ils ont vu un truc tellement grand que quelque chose en eux se brise. Voilà, donc je n'ai pas répondu à votre question parce que je n'y arrive pas du tout. Mais il n'y a peut-être pas de réponse. En fait, c'est peut-être libre à eux, c'est peut-être la liberté d'expression qui doit, enfin, on va dire quelque part, revenir sur la table de Noël de manière à ce que les gens puissent parler de tous les sujets, y compris de la Covid, y compris des sujets qui fâchent. Alors voilà, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Autant, c'est ces deux philosophes qui m'ont beaucoup influencé. Bon, Badiou, c'est la prescription, comme il dit. Donc, il va vous dire quoi faire, comment agir pour s'orienter dans la vie et la pensée. Enfin, voilà, c'est le père Badiou. Et Rainer Schurman, qui était le contraire, qui ressemble un peu à l'artiste, au sens où je l'ai dit, c'était quelqu'un de très fragile, qui est mort assez jeune, qui était un immense philosophe. Et une phrase de lui que j'aime beaucoup, c'est « Les philosophes
ne peuvent pas penser à notre place. Les philosophes peuvent nous montrer des manières de penser que nous n'imaginions pas. Et clairement, moi, je suis du côté maintenant de Schurman. La rupture avec Badiou, c'était de dire, bon, je suis quand même plus du côté Schurman. Ouais. Et quelque part, le message, le mot de la fin, est-ce que c'est de dire aux Français, le gouvernement peut penser pour vous, mais ça ne vous empêche pas de penser par vous-même? Ah oui, ça c'est clair, net et précis. Et très franchement, vous êtes très gentil avec ce gouvernement. Bah écoutez, Mehdi Belhaj-Kassem, merci beaucoup de nous avoir donné du temps pour cet entretien essentiel. Merci à vous. On a fait un panorama un peu de vos travaux et de vos modes de pensée aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les auditeurs de François de nous avoir suivis pour ce programme, qui est une chaîne, comme je le rappelle, avec de la liberté d'expression. On essaye de tout dire, bien sûr, de bien le dire, avec bienveillance, et en essayant d'avoir des invités comme vous, qui ne sont pas, on va dire, dans le mainstream. Merci beaucoup, Mehdi. C'est moi Bonne journée. Vous remercie. Bonne journée à vous.